Les héritiers ont été trahis. Le rituel interrompu. Il se réveille. Manuel, la déesse Terre, est en colère. Des cataclysmes se déchaînent. Des temples antiques ressurgissent. Les monstres de nos légendes sont vivants. Protégez votre communauté et explorez un monde en ruine. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Aujourd'hui, on se retrouve avec, alors moi je l'appelle The Lord, mais ici on l'appellera Clément parce qu'il vient en tant que personne et non en tant qu'entité cosmique. On est avec du coup Clément pour qu'il nous parle d'un jeu qu'il a créé, qui est en cours de financement participatif. Donc pourquoi Clément? Parce qu'on a déjà discuté sur le Discord à plusieurs reprises et on a même déjà joué ensemble. On a joué à koh le jeu de rôle. Et on a joué à Ruine, du coup, le jeu dont tu vas nous parler aujourd'hui. Donc, du coup, Clément, je te laisse te présenter, puis commencer à nous pitcher un peu le jeu dont on va parler aujourd'hui, quoi. Donc bonjour, moi c'est Clément, salut YouTube. Euh, donc moi ça fait plus de 20 ans que je fais du jeu de rôle maintenant. Je fais partie des vieux rôlistes un peu. Et de fil en aiguille avec les copains, on crée des campagnes et puis on est arrivé à créer notre propre jeu. Donc à la base, moi je suis graphiste et je voulais me diriger vers l'illustration. Et ça a été aussi l'occasion pour moi de m'entraîner, faire de l'illustration. Et au final, voilà, on avait des illustrations, on avait un univers maison, et on a travaillé sur un système maison. Donc au final, tout ça, ça a donné notre jeu Ruine. Donc c'est principalement moi qui travaille dessus, mais avec du renfort, avec ma table de jeu antédiluvienne. Et puis voilà, on a développé ça petit à petit, ça a pris de l'ampleur, et puis maintenant on arrive à l'étape du financement participatif. Ça arrivé comme une évidence. Vous étiez en train de jouer. Est-ce que, comment dire, est-ce que c'est venu d'un univers et d'une histoire qui a déjà été racontée et ensuite tu as voulu étendre, ajouter tes règles et tes illustrations, etc. Ou est-ce que le point de départ, c'est une envie de créer un univers et il s'est étoffé en jouant? En gros, est-ce que le projet préexiste à l'univers ou l'univers arrive au moment où tu commences à avoir l'idée d'un projet avec tes potes? Ah non, ça n'existait pas avant. C'est vraiment venu. On venait de finir une campagne sur Star Wars, de Fantasy Flight Game, et on devait juste enchaîner sur autre chose. Et du coup, j'ai commencé à avoir des idées. Bon, je veux faire. On voulait changer un peu. On voulait revenir sur des médiévales fantastiques, mais pas refaire du Donjons et Dragons pour la énième fois. Et je voulais quelque chose de plus sombre. J'avais testé des jeux comme Barbare of Lemuria, ce genre de choses. Et puis il y avait les jeux vidéo The Witcher. Donc on était plus dans une optique de médiéval fantastique, mais plus sombre. Et c'est c'est pas vraiment le système, enfin c'est pas l'univers qui est venu en premier, c'est plus un mix avec le système, tout s'est créé ensemble. C'est-à-dire qu'on avait le système de Fantasy Flight Game, qui était très intéressant, mais il utilise des dés spéciaux, mais il donne des résultats de succès et succès-échec et avantages-désavantages qui donnent 2 niveaux de lecture. Et on aimait bien ça. On a essayé d'utiliser leur système générique des Genesis, mais au final, on s'est rendu compte que c'est trop compliqué à cause des dés spécifiques qui, dans les tables virtuelles, n'étaient pas tout le temps implémentés. Donc on a cherché autre chose. Et c'est là que on a découvert le bon MJ. Parce que oui, vraiment, ta chaîne est quand même assez liée dans tout le processus de création parce que du coup, on s'est mis à vraiment à regarder ce qui se faisait et tout. Et ta chaîne nous a proposé des vidéos sur le world building, des découvertes de systèmes. Et donc, on a découvert le système Brigandine sur ta Ah, vidéo. ok. Et Brigandine, du coup, je l'ai acheté. Et effectivement, ça simplifiait bien le combat, ça dynamisait les choses. Donc, on s'est inspiré de tout ça
Et au final, comme on s'est dit, bon, bah, on va tenter de créer notre propre système, en mixant, un mix un peu entre Donjons& et Dragons et Brigandine, Fantasy Flight Games, certains systèmes comme ça. Ok, donc limite plus un jeu système qu'univers au départ. Mais du coup, d'ailleurs, Ouais. ça fait qu'on est allé un peu vite. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que c'est Ruine? Donc Ruin, c'est un jeu de rôle médiéval apocalyptique. Donc on joue à l'époque, où il y a des chevaliers, des rois, mais aussi des sorciers. Il y a déjà un petit peu de magie et c'est en pleine apocalypse. C'est-à-dire que c'est pas post-apocalypse, c'est vraiment on est dedans. Il y a des tremblements de terre, les volcans qui sont en éruption, des raz-de-marée de partout et des monstres et des temples antiques qui ressurgissent. Et donc on est parti sur cette idée-là pour avoir un peu un univers qu'on connaît bien, le médiéval, et en faire un peu table rase et y amener beaucoup de magie, beaucoup de fantastique, tout ce qui vient des contes et légendes, mythologie de l'Europe. Et le jeu se veut du coup un jeu quand même assez stratégique et de gestion. On va gérer les ressources, on va explorer la carte du monde pour obtenir toutes ces ressources, on va affronter tous les monstres et les périls, et quand on revient à son refuge, eh ben on peut fabriquer un meilleur équipement, faire des potions alchimiques et tout ça. Déjà, ce que j'aime bien, c'est ce côté les événements sont en cours. Tu vois, ça change un petit peu des fois les jeux médiévaux fantastiques où on va te donner beaucoup de lore du passé et ensuite on va te dire maintenant invente une aventure. Là au moins le contexte prête immédiatement à l'aventure puisque si tu bouges pas t'es mort. Et donc on a un aspect survie, un aspect exploration et tout. On y reviendra peut-être après, mais ce que j'aimerais bien savoir là c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la base du système? Alors il me semble que le studio, t'as créé un site, tu l'as appelé un des 12 éditions, quelque chose comme ça. Donc C'est ça nous ça. donne une piste, mais dis-nous en plus. On est la base du système, c'est OD12, et c'est tout simplement très proche de Donjons et Dragons, hein, c'est un des 12 plus compétences. Et il faut vaincre la difficulté. Là où on essaye de se dissocier quand même, c'est que on utilise beaucoup la marge de réussite de notre jet. C'est-à-dire quand on réussit un jet de 3 points, c'est pas pareil que si on réussit de 10. Déjà, dans les combats, ça va déterminer directement les dégâts qu'on inflige. Et du coup, c'est pas une lecture binaire, t'as réussi, t'as raté. C'est de combien tu as réussi et de combien tu as raté. Et c'est un système. Toi, tu dirais que comment dire, c'est un système très uni, c'est-à-dire que c'est cette même mécanique qui va s'appliquer partout, ou tu as des sous-systèmes et tout? Est-ce que tu as parlé du coup d'exploration, de survie, tout Ouais, ça? c'est ça qui est bien, c'est que ça reste uni. Et même dans tous les sous-systèmes, dans l'exploration, etc., on a du coup des sous-systèmes à chaque fois pour gérer l'exploration, l'artisanat, l'alchimie. Et à chaque fois, le plus possible, on utilise cette marge de réussite et ça se répond d'un système à un autre. Quand on va être en phase d'exploration, on va faire un jet de survie pour chasser. Le nombre de points de réussite qu'on va faire, c'est directement le nombre de points de nourriture qu'on récupère ou alors le point de ressources qu'on récupère pour faire de l'alchimie. Et ces points, après, on les dépense dans l'alchimie. Quand on fait un jet d'alchimie pour créer une potion, tu réussis ta potion en dépassant la difficulté de 5, et ben par exemple, si c'est un poison, il va faire 5 points de dégâts en plus Ok. à tes ennemis. Tout a été, on a réussi à faire que tout est coléré, Corrélé, ouais. Enfin, corrélé. ouais. On a réussi à faire en Ok. sorte que tout soit corrélé. Voilà. Ok, ça marche. Donc du coup, tu parles d'exploration enfin, tu parles de phase d'exploration. Donc j'ai l'impression de ce que tu disais jusqu'à maintenant, tu as un refuge. Tu sors, tu fais une sorte d'expédition, t'explores, tu récupères des choses, tu reviens, t'améliores ton refuge, quoi. Il y a une sorte de boucle un peu comme ça de gameplay globalement. Donc Oui. j'imagine que c'est un des focus du jeu. Tu vas peut-être pas jouer des intrigues de cours, des trucs comme ça. On est plus là pour jouer des aventuriers du coup, littéralement. Alors peut-être tu me dis si je me trompe. Et du coup, aussi, ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que c'est un système à classe? Est-ce que c'est un système avec des archétypes ou est-ce que c'est plus un truc on crée le personnage en répartissant des points comment on crée un aventurier dans le monde de Ruine, tu vois, en simple? Alors, ton aventurier va être défini par son origine. Donc c'est un peu l'origine sociale et qui est sa famille. Ça va te donner un petit peu de stats, mais ça va aussi définir qu'est-ce qu'il y a dans ton refuge.
Parce que quand tu crées ton personnage, tout le groupe va créer le refuge et les habitants qui sont dedans. D'accord. Donc l'origine va déterminer si t'es fils de fermier, du coup il y a une ferme et vous aurez plus de nourriture. Et ensuite tu as ta carrière, qui est vraiment plus la classe, qui va être est-ce que tu es guerrier, explorateur, chasseur, etc. Sur la question des intrigues et tout ça, donc c'est vrai que là il y a une espèce de boucle de gameplay comme tu disais, où on est dans le refuge, on a une carte, on utilise une carte à cases hexagonales pour se balader. Mais le but du jeu quand même, ce qu'on donne au MJ, on va lui donner des endroits précis, il y aura des cités-états un peu et des temples précis qui existent, qu'il peut placer un peu où il veut en fonction d'où vont ses joueurs. Et quand même, l'exploration de ces temples va donner lieu à des phases qui sortent un peu de l'exploration, qui sont plus, voilà, on explore un temple, il y a des mystères, il y a des énigmes, mais ça peut être un temple, mais ça peut être aussi une cité qui a survécu. Et là, du coup, on peut retrouver un peu des intrigues. On va se retrouver face à des rois, des reines, des princes marchands, etc. Il va falloir tirer votre épingle du jeu et réussir à faire des alliances pour que votre refuge soit protégé, ou alors leur faire la guerre pour leur voler leurs ressources, par exemple. Ouais, mais ça reste quand même plus un jeu axé voyage, personnage aventurier. À la Oui. création de personnages, tu vas pas. C'est pas un jeu à Ah oui, tu vois. faction. Tu te dis pas, bah toi, tu es. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un jeu Ouais, concentré sur une cité et on résout des intrigues dans cette cité, par exemple. Hmm. C'est plutôt Non, non, non. Et on explore l'aventure. le monde. Ouais, ouais. Ok. Et aussi, donc tu parles là de cité, etc. Donc moi, ça me fait penser un peu à Forbidden Lands, ce côté, dans le livre, tu auras des lieux à explorer, mais ensuite tu les places un petit peu où tu veux et tout. Et Oui, ça a été une inspiration également. C'est ce qui ressemble le plus en termes d'exploration de la mécanique de base. Forbidden Lands ressemble beaucoup. comme tu parles de cité-état, etc., ça veut dire qu'il y a un univers existant. D'un autre côté, tu parles d'un refuge que les joueurs vont pouvoir créer comme ils veulent. Donc comment ça se positionne à ce niveau-là? Est-ce que toi, tu arrives plutôt avec une boîte à outils, voilà des modules, enfin, entre guillemets, des éléments que vous pouvez Ouais, je pense ça. utiliser et vous vous débrouillez, il y a peut-être des conseils, etc., mais vous en faites ce que vous voulez, ou est-ce qu'il y a, il y a un univers vraiment préexistant, tu vois, genre dans le dur? Il y a quand même un univers préexistant. En fait, le but du jeu, quand même, c'est de fournir du matériel de jeu au MJ. On veut vraiment pas qu'il ait un pavé encyclopédique à lire. Ça va être du matériel de jeu. Et comme le jeu se veut bac à sable, il a une carte. On place, il y aura indiqué les principales cités existantes. Mais après, le MJ peut lui placer, s'il sait qu'il y a un temple antique qui est apparu, il le place où il veut. Et les joueurs, au début, vont pouvoir se placer leur refuge où ils veulent. Et voilà, la Ok. plupart des cases restent vides. Vous pouvez combler, le MJ peut combler avec ce qu'il a envie. Et on donne juste voilà, les principales capitales pour donner un peu une trame générale. On explique pourquoi il y a une apocalypse, qu'est-ce qui se passe, les grands enjeux. Mais après, tout le reste, c'est le MJ qui va s'en occuper. Et on a intégré aussi pas mal de narration participative, où les joueurs vont pouvoir raconter ce qui se passe lorsqu'ils font de l'exploration. Lorsqu'ils vont fouiller des ruines, faire de la chasse et tout, c'est eux qui vont raconter comment ça se passe. Et aussi, ils font vivre leur refuge chez eux. Ok, donc Donc, un mix de tout ça. ouais, ouais. Tu as un peu les lieux, on va dire, tu vas faire ton dungeon crawl, entre guillemets, où il y a voilà, il y a des problèmes à résoudre qui sont prédéterminés. Et puis quand tu es dans des hexagones un petit peu plus flous, la mécanique, elle te dit ce que tu gagnes, ce que tu perds en fonction de tes jets de dés, mais ensuite, pourquoi tu le gagnes et quelle esthétique ça prend, ça c'est plus laissé à la narration, ok. Et la question que je me pose du coup, c'est il y a une sorte de métaplot du coup. T'as aussi potentiellement une sorte de fin à la campagne, genre si t'as fouillé telle et telle ruine qui elles pour le coup sont fournies dans le bouquin, tu commences à débloquer des trucs qui vont te permettre de, je sais pas, enfin en vrai je connais pas la fin, mais sauver le monde ou au moins sauver ton refuge, j'en sais rien, et arriver à une sorte de fin satisfaisante. Le but quand même, ça reste de sauver ton refuge. On explique qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette apocalypse, qu'est-ce que c'est que tous ces temples antiques qui ressurgissent, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et du coup, après, ce que les joueurs en font, c'est libre à eux. Donc, la fin est ouverte. D'accord. Euh, Techniquement, ils peuvent se dire ah, mais ce qui sort là, il y a des monstres et tout, c'est pas cool, on va les affronter. Mais ils peuvent très bien faire l'inverse, dire
Ouais, on va s'allier avec eux, je sais pas, réussir à capturer des monstres et on va les lâcher sur nos ennemis pour prendre le contrôle du monde. Donc ça reste ouvert, mais on donne juste la trame de base, quoi. Et après Ok. on donne, ben, les caracs de tous les monstres que vous allez rencontrer, de toutes les factions. Alors il y a des factions, hem, il y a quand même quelques factions, en fait, qui font partie de ce métaplot que les joueurs vont pouvoir découvrir. Est-ce que c'est les dites Mais factions, au-delà des lieux, tu as aussi un peu des événements? Est-ce qu'on a, entre guillemets, des chronos, tu vois ce que je veux dire? Genre, passer un mois de jeu, tu vois, j'en sais rien, passer un mois de jeu, activer cette faction dans la campagne, tu vois, un truc comme ça. ouais, alors c'est pas, formalisé à ce Ouais, point. ouais. On a des factions, on a leurs objectifs et on dit, on met juste des conseils. Si vous voyez que que les joueurs commencent à être, dans une espèce de routine où ils explorent juste pour améliorer leur équipement, faites intervenir différentes factions pour leur montrer que ça bouge. Et effectivement, on donne en fait, les c'est dans les PBTA où il y a les fronts avec les horloges là. Ouais, Donc ouais. ça reprend un peu cette idée où effectivement chaque faction a ses objectifs, a différentes étapes pour y arriver et ben, ce sera à vous de dire: «Bon, bah, en fonction de ce qu'ils font, on va dire que eux avancent» et comme ça va le but c'est de créer de l'intérêt, de créer du jeu à ce moment-là. OK. Et au niveau de Et c alors, il y aura peut-être quelques illustrations qui seront montrées pendant la vidéo. Au niveau de la couleur, des inspirations un peu et tout, c'est quoi, parce que Medieval Fantasy, c'est super large, tu vois? Est-ce qu'on est sur du truc un peu old school, genre grim dark, je sais pas quoi? Est-ce qu'il y a de l'exotisme, c'est un truc genre arabisant, j'en sais rien, c'est quoi? alors, dans l'image, on voulait plus faire du sword and sorcery à la base. Et c'est plus sombre, du coup, que très fantastique. Ça se rapproche plus d'un The Witcher, D'accord. ou d'un Symbaroum, ce genre de choses. Donc c'est quand même, plutôt sombre. On est en pleine apocalypse, donc forcément c'est un peu sombre. On a des monstres, assez sanglants, assez violents. On n'a pas de trucs trop, exotiques, trop rigolos. On n'a pas, déjà les joueurs jouent tous des humains, il y a que des humains dans l'univers. On s'inspire beaucoup, à la base sur l'Europe médiévale. OK, ouais, d'accord. Donc tu as un peu des espèces de templiers, tu as le monde arabe qui est très cultivé, qui a créé les mathématiques et tout ça. Tu as le monde slave, tu as un peu tout ça, ce qui permet d'avoir une base où on comprend facilement ce qu'est l'univers au départ. Et après, tu as l'Apocalypse dessus qui vient, un peu, ouvrir les clés, des mythes et légendes. Où là, boum, tout débarque, les vampires, les loups-garous, mais il y a une raison, à ça et c'est là qu'on veut emmener les gens. OK, donc on a Donc ça reste des grands tropes. assez sombre. Des grands tropes, qu'on connaît, et qu'on s'approprie vite et Mmh mh. du coup, là, c'est un peu une question plus précise que je me pose. Il me semble que donc moi, j'avais joué un petit peu, plus tôt, dans le processus de création, du jeu, j'avais pu expérimenter et dans mon souvenir, on était, tu sais, dans un refuge, qui avait peut-être pas non plus, complètement une couleur viking, mais en tout cas, un truc avec des bateaux, machin et tout. En fait, je me demande aussi, à la création de ton refuge, est-ce que, tu dois choisir une culture de départ un peu pour ton groupe? Parce que j'imagine que comme c'est un truc apocalyptique, chacun va pas venir d'un coin différent de la map, tu vois? Mmh. Les personnages, assez naturellement, ils auront grandi ensemble, ce qui justifie aussi le fait ils connaissent pas le monde et que la carte soit complètement à découvrir pour eux. Ou alors est-ce que tu peux aussi jouer un mec qui vient d'ailleurs, comment, tu pensé à ce côté-là, du coup? Mais du coup, au début, c'est vrai qu'on avait créé quand même un univers qui était, assez grand. On voulait qu'il y ait un peu des Vikings, qu'il y ait un peu, le monde arabe, un peu même, d'Asie et cetera, le monde slave, tout ça qui cohabite. Donc on a créé quand même, 9 royaumes, mais au final, pour le jeu final, on s'est concentré sur un seul. On s'est dit: «On va OK, emmener ouais. les gens dans l'archipel». L'archipel, c'est le royaume qu'il y a dans la mer intérieure. Il est entouré par tous les autres royaumes et c'est un royaume du coup de princes marchands, c'est le carrefour maritime du monde et du coup, ça crée un univers de départ où les gens peuvent y amener un peu ce qu'ils veulent. Si tu veux jouer un viking, tu peux, mais à la base, les îles, c'est plus inspiration, Italie, Venise et tout ça et du coup, comme c'est l'apocalypse, tu as une bonne partie des îles qui sont à moitié inondées, comme toutes les routes marchandes sont coupées,
les princes marchands se sont vite transformés en princes pirates pour se faire la guerre entre eux sur les ressources, etc. Et ce qui est intéressant dans ce système, du coup, c'est que dès la création, au début, vous pouvez avoir un navire, accès à un navire ou à des chevaux si vous préférez vous balader sur terre ou sur mer. Mais là, pour le coup, l'accent sera plus porté quand même, enfin, il sera plus utile d'avoir un navire. Et les phases d'exploration sont vraiment sympas parce que tu peux alterner exploration maritime sur terre pour découvrir tout ce monde-là. Et puis finalement, le fait qu'il y ait l'apocalypse, ça justifie aussi potentiellement qu'il y ait plein de trucs qui changent et que du coup, bah, si t'as tu sais, un viking, euh, un samouraï et un je sais pas quoi sont dans un bateau, et que tu sais, ils sachent exactement tout ce qui se passe autour d'eux et du coup qu'ils aient à redécouvrir l'environnement autour d'eux. Ok. Bah, Euh, d'ailleurs, il y a un kit de découverte qui est disponible. Alors qui se joue pas dans l'univers qu'on va proposer dans le jeu au final, qui se joue dans l'Empire slave un peu. Et on a cette idée où en fait, dans les personnages pré-tirés, t'as la plupart des personnages qui sont natifs de la toundra, quoi. Mais t'as aussi un asiatique et un africain, Afrique du Nord, qui eux en fait sont des éclaireurs qui accompagnaient des routes commerciales ou un diplomate, et du coup qui se retrouvent bloqués à cause de l'apocalypse. Ils se retrouvent bloqués dans ce petit village en mode bon ben il n'y a plus personne qui bouge, les routes sont pas sûres, il y a des guerres de partout, et donc ben ils sont bloqués là et ils vont aider. Et donc on peut tout à fait refaire le même principe. Vous étiez sur un bateau et puis ben il y a plus de navigation, il n'y a plus personne qui part, il y a des monstres marins maintenant, donc ben vous êtes bloqués ici quoi. du coup, est-ce qu'il y a des petites particularités au système dont tu es content, que tu trouves qui marchent bien, des petites originalités finalement? Là, il y a deux choses. Alors, déjà, c'est qu'au global, on a réussi à faire plein de sous-systèmes qui fonctionnent bien ensemble et qui créent un tout et qui créent de l'histoire. Et moi, ça, c'est ce que j'aimais bien. C'est en tant que MJ, je suis toujours stressé, même quand je lance ma première campagne. J'ai toujours un peu peur de est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir à maîtriser? Et finalement, le système aide à créer de l'histoire. J'ai des joueurs qui, d'eux-mêmes, vont dire bah, on va aller à tel endroit parce qu'on a besoin de telle ressource, etc. Donc le fait que les systèmes arrivent à générer de l'histoire, ça j'aime bien. Et après, au niveau vraiment beaucoup plus tactique, là, c'est le système de prédiction. Donc c'est un système que j'avais créé à la base pour le système de magie, pour essayer de lui donner un côté un peu plus ben, magique, justement. C'est que quand tu lances ton sort, tu lances ton dé de 12 plus ta compétence, et tu pouvais essayer de deviner le résultat de ton dé. Et si tu le devinais, bah, ça déclenchait un effet bonus. Et finalement, ce système, il marche très bien. Et on l'a appliqué du coup aussi au combat, donc le combat au corps à corps et au tir. Et du coup, en fonction du niveau de ton personnage, tu peux annoncer plusieurs chiffres. Et si tu obtiens un de ces chiffres sur le dé de ton jet de combat, bah, tu déclenches un haut fait supplémentaire. Et ce qui donne deux niveaux de lecture du coup, et qui crée beaucoup de dynamisme dans le combat. Sachant que le combat, c'est vrai que j'ai peut-être pas dit, c'est des jets opposés. C'est pas tu attaques l'adversaire et ensuite lui il t'attaque. C'est directement tu fais ton jet d'attaque, il fait son jet d'attaque et c'est celui qui fait le plus gros qui fait des dégâts à l'autre. Donc tu peux très bien te retrouver à attaquer un ennemi et finalement c'est lui qui gagne, c'est lui qui te fait des dégâts. Et donc les rounds de jeu vont plus vite grâce à ça, c'est plus dynamique. Et en plus avec ce système de prédiction, bah, lorsque tu fais ton jet d'attaque, que tu touches ou que tu rates, tu peux déclencher un haut fait d'armes et réussir à désarmer ton adversaire alors que c'est lui qui a gagné. Et lui aussi peut en déclencher un. Et du coup ça donne des rounds des fois où il y a plein d'effets comme ça qui se combinent et ça crée vraiment un système de combat assez dynamique, assez narratif finalement. Et du coup, c'est quoi la meilleure stratégie? Il faut choisir quelle face du dé. Ben, justement, c'est en fonction du. Alors, il y a ceux qui pourraient s'amuser à faire des stats, dire ah, ça fait 4 lancers de dés que j'ai pas sorti de 10, donc je vais parier sur le 10, je sais pas. Mais Un peu du sinon, bingo. ouais, un peu ça. Mais en fait, ça dépend plus de ta stratégie de combat. Et c'est ça qui est bien, c'est que en fonction de l'équipement que tu as, des armes que tu prends, tu as des hauts faits différents. Et tu as des hauts faits qui vont être plus défensifs, genre la parade. Typiquement, si tu as un bouclier, ben, tu peux faire une parade qui est très puissante. Et du coup, cette parade, elle est utile que si l'adversaire te touche, si toi, tu as raté ton jet. Donc, tu vas parier sur les chiffres les plus bas.
Et à l'inverse, tu as des hauts faits offensifs où tu vas faire un coup brutal à la hache qui va faire plus 5 dégâts. Et celui-là, tu veux le mettre quand tu touches l'adversaire. Et du coup, tu vas parier sur les plus hauts chiffres qui sont ceux où tu as le plus de chances d'avoir touché justement et d'appliquer cet haut fait qui est intéressant. Ouais, Après, parce tu as que la partie médiane au milieu. le haut fait est Mm. conditionné par le fait que tu réussisses ou que tu échoues. C'est-à-dire que si Tu... je mise sur une parade renforcée mais que je touche, ça s'applique pas. Mais non, tu mises pas avant. En fait, tu fais tes prédictions, mais c'est seulement si elles se déclenchent que tu choisis ton haut fait. Ce qui fait que Ok. tu choisis toujours le haut fait, un haut fait qui va être utile au final. Parce que tu vas dire, bon, bah là, j'ai raté mon jet alors que j'ai fait un 8, mais l'autre, il a fait beaucoup plus que moi. Donc, je vais pouvoir utiliser mon haut fait de bouclier parce que c'est lui qui m'a touché. Donc, Ok, ouais. finalement, tout le système, c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est que on a inversé la logique. On n'est plus dans, tu annonces pas un coup spécifique, tu dis pas, je vais faire un désarmement et ensuite tu lances ton dé et t'as raté et tu dis, zut, c'est nul, j'ai perdu mon tour. C'est on va plus dire, t'es en combat, tu fais ton jet de combat, et après tu peux dépenser tes points. Tu peux Sur voir si tu as fait différents une jeux. prédiction, mais tu peux aussi dépenser directement tes points de vaillance, tes points de vie, pour te surpasser et réussir quand même l'action si tu avais raté, et aussi dépenser tes points de destin pour aussi gagner des bonus. Donc c'est vraiment plus, tu lances les dés, et après, en fonction de tes ressources, c'est un peu de la gestion. Tu dis, bon, est-ce que je peux me permettre d'investir des points de destin pour quand même y arriver, ou alors est-ce que j'encaisse le coup, est-ce que c'est pas trop grave? Maintenant, j'aimerais bien te demander, c'est est-ce que, alors plus sur la partie processus de création et tout, est-ce que c'était quoi les difficultés pour toi pour créer un jeu? C'est un truc que vous faites avec des potes, alors vous jouez avec des potes, donc j'imagine que c'est un peu les playtesters, quoi, C'est ça. vous jouez ensemble. Ça a été quoi les plus grosses difficultés? Depuis combien de temps déjà tu as commencé à le faire? Je crois que tu as dit 2 ans au début, mais Ça fait un euh, peu plus de 2 ans, ouais, ouais, qu'on est sur le projet. Euh, des grosses difficultés au final, enfin, on n'a pas eu de points bloquants. ok. Heu, Au final, on a tout soumis aux tests, en fait. On a fait des tests, entre nous, et surtout moi j'ai été aidé. Je suis pas, je suis principalement, on va dire, je suis à 95 sur le projet, mais j'ai un ami qui m'aide et qui permet un peu de débloquer les situations. Mais en fait, il faut demander conseil. Heu, on a pris le temps aussi de encore une fois, on a regardé tes vidéos sur le MonMJ, et d'autres aussi sur plein de conseils sur les différents systèmes qui existaient, sur l'implication en fait des mécaniques. Et au final, on l'a fait beaucoup jouer. Et en faisant ça, alors c'est vrai qu'on est à la 0.4, donc ça veut dire qu'il y a quand même 4 gros changements, un peu grosse refonte. Mais pour moi, ça n'a pas été difficile. Je trouve que c'était même un peu plaisant, quoi, de faire évoluer ce système, et à chaque fois d'écouter vos retours. Je me souviens que la première partie, c'était avec vous, hein, la première partie test que je faisais, on avait l'ami Cortex qui jouait et qui avait réclamé, qui disait, ah, ce serait bien que le refuge, on puisse y construire des bâtiments et tout ça. Et au début, j'étais là, je fais non, non, c'est pas trop le but, on veut pas trop se lancer dans un truc de gestion trop lourd et tout. Et au final, le jeu le propose parce qu'on a réussi à simplifier, et puis on s'est dit, en fait, oui, améliorer ton refuge, ça va aider, ça a été demandé par les joueurs. Donc on a essayé d'intégrer tout ça. Donc pas eu de points bloquants, mais beaucoup d'avis des joueurs À qu'on quel a moment essayé tu t'es d'un. arrêté? À quel moment tu t'es arrêté de recevoir les avis et à te dire maintenant il faut concrétiser, tu vois? Parce que des avis, tu peux en avoir des tonnes et des tonnes chaque subjectivité va venir se dire ah ça je préférerais comme ça et tout. C'est un peu un des trucs propres au jeu de rôle. Personne joue vraiment au jeu tel qu'il a été écrit, tu vois? Ouais. Donc à quel moment tu t'es dit ok à partir de maintenant on a notre truc, on le peaufine mais c'est plus d'en modifier la philosophie et tout. Hmm. Ah, pas évident. Ça s'est fait vraiment progressivement. Mais c'est vrai que, enfin, dès le début, on savait ce qu'on faisait un peu. On savait que nous, c'est pas des jeux narrativistes, c'est pas un jeu à ambiance immersive. On est plus dans du jeu très ludique où on aimait le système. Donc déjà, je continue toujours à écouter les différents avis. Mais après, j'explique très vite quand quelqu'un me dit ah le système, il est lourd, ceci, cela, tu peux tout faire en racontant l'histoire. Je lui dis le jeu est pas narrativiste. Donc on fait le tri en fait des avis, on arrive à savoir quand ça correspond aussi au type de jeu qu'on veut faire.
Donc on avait déjà notre idée et à force qu'il se développe, c'est vrai que maintenant il est de plus en plus, il a de plus en plus son identité propre. Mais je continue toujours à écouter les avis parce qu'il y a toujours un petit quelque chose qui peut faire que: «Ah, je vais rajouter telle option, tel modificateur» qui peut peut-être améliorer le tout. Donc on écoute toujours les avis des joueurs. En fait, c'est vraiment important, hein. C'est pour s'améliorer en tant que MJ, bah, il y a que ça, quoi. C'est vrai qu'il y a l'aspect, comme je disais, moi, je suis un MJ, qui se remet toujours un peu en question, qui a un peu du mal, donc je voulais que mon jeu soit facile pour le MJ. Mais je suis aussi un joueur, je joue beaucoup et du coup, on a essayé aussi de faire un jeu qui plaît aux joueurs et on a vu qu'il y a des joueurs encore qui adorent, juste, utiliser des systèmes, lancer des dés et mettre des grosses patates à des monstres. Du coup, tu es graphiste, donc tu as fait des illustrations. J'imagine que tu as fait la mise en page aussi toi-même. Donc Ouais, ça doit te prendre beaucoup de temps. oui. Tu as dû apprendre Alors des choses que tu maîtrisais pas pour pouvoir être sur tous les fronts ou... un peu, mais à la base, je suis quand même graphiste freelance. Donc j'avais quand même, sur tout l'aspect graphisme, ça allait. L'illustration, j'ai toujours dessiné, depuis que j'étais petit, mais là, en fait, justement, je voulais me reconvertir sur l'illustration professionnelle et du coup, j'ai utilisé ce projet pour faire mon book, en fait. Donc le book de l'illustrateur, c'est un ensemble de pièces un peu marquantes d'illustrations qui lui sert un peu de CV, si tu veux. Et du Hmm. coup, je me suis dit: «Je vais utiliser ça pour m'entraîner, pour faire mon book avec un objectif» et du coup, ça a drivé un peu le projet. Ça a fait que, au final, maintenant, on a beaucoup d'illustrations, on et que ça a permis d'aller aussi loin. Mais c'est vrai que je suis conscient que par rapport, à beaucoup d'autres, auteurs indépendants, c'est une force. Il y a beaucoup d'auteurs indépendants qui malheureusement, ils écrivent des mécaniques, ils écrivent des univers et quand après ils doivent te sortir un jeu ou le proposer, on a une maquette, très basique, on a des illustrations, pas fofolles, et du coup ils doivent un peu tricher, pour s'en sortir. Bon maintenant il y a l'intelligence artificielle qui va les aider, donc ça, bon. Après voilà, moi j'ai la chance de pouvoir le faire moi-même, donc ça prend beaucoup de temps, je m'investis, à plein temps là-dessus. Mais voilà, ça reste pour moi dans l'optique de c'est un projet qui me permet aussi de m'améliorer et ensuite de faire de l'illustration professionnelle. Donc c'est un peu un tremplin pour moi. Ok. Du coup, là, à l'heure où vous voyez cette vidéo, pour être tout à fait honnête, on tourne la vidéo un peu en amont de ça, mais normalement, le financement participatif, il sera lancé. Donc, tu m'as dit sur Ouais. Game On. On mettra Ouais. des liens dans la description si vous êtes intéressé. Et du coup, à quel stade t'es de la création? Donc on est parti sur le financement, mais c'est pas on n'est pas dans la précommande parce qu'on est un petit éditeur indépendant, donc on peut pas tout faire en amont et ensuite proposer le bouquin quand c'est fini. Donc on est vraiment en cours de création. Toutes les règles il y aura 2 livres, un livre du joueur, un livre du meneur. Toutes les règles du livre du joueur sont déjà prêtes. Mhm. Le livre du meneur va proposer, toute cette campagne bac à sable dans l'archipel. On est en train de la playtester, et on continue de l'enrichir au fur et à mesure. Donc au niveau du contenu, je dirais qu'on est quand même dans les 70 qui sont déjà, 80 qui sont bien définis, 50 qui sont déjà bien écrits. Et après, par contre, il y aura beaucoup de boulot sur, la mise en page et les illustrations. Mais voilà, c'est vraiment un vrai financement, qu'on fait où on espère que les gens vont pouvoir nous aider à nous lancer et on a déjà des idées même pour, ensuite, adapter ce système sur d'autres univers, partir sur de la science-fiction et cetera. Et, Donc voilà, c'est, peut-être le début d'une grande aventure. et du coup, là, il y a un kit de démo qui est disponible qui permet déjà de faire des retours sur les règles, etc., quoi. C'est ça, dans le kit de découverte, donc qui est accessible gratuitement, soit sur le site, soit directement sur la page du financement. Vous avez, toutes les règles de base pour jouer au jeu. Donc il y a pas la création du refuge, la création du personnage, vous avez des pré-tirés à la place. Mais après vous avez toutes les règles pour les jouer, et vous avez un scénario de découverte qui va vous permettre de faire une petite phase d'exploration, l'exploration d'une ruine,
et puis découvrir des secrets. Ce scénario permet justement d'introduire après les différents secrets, le plot un peu, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est l'apocalypse. Moi, je me souviens que quand on avait fait la partie de playtest, enfin, c'était pas une partie de. Je sais plus si on l'avait appelé, on l'avait considéré comme une partie de playtest, mais donc c'était il y a 2 ans, je pense, donc le jeu était certainement pas le même. Mais il y avait un truc que j'avais bien aimé et qui finalement n'est pas tellement dépendant du stade d'évolution du jeu, c'était qu'il y avait une énigme où il fallait tourner des trucs un peu, une sorte de puzzle que tu avais fait. C'était, je sais plus, si c'était sur Roll20 ou non, on avait joué sur Let's Roll, Let's Roll. Let's Roll. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as. Alors, pas systématisé, parce que bon, si c'est à chaque fois la même chose, mais est-ce que tu t'es amusé comme ça à créer des sortes de mini-jeux et tout dans chaque lieu et tout? Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y avait, bah, encore une fois, on entendait parler du débat du player skill qui intervenait des fois ou pas, et du coup, il y avait toutes ces histoires d'énigmes et de puzzles qui m'intéressaient. Et du coup, effectivement, et ce sera proposé dans le jeu, il y a tout un ensemble d'énigmes et de puzzles qui ont été créés, qui sont liés à différents temples, différentes choses qui apparaissent et qui vont vous permettre d'y accéder. Alors, vous pouvez toujours les contourner, hein, bien sûr. J'ai des joueurs qui ont passé des jours à la pioche à défoncer des murs plutôt que de résoudre des énigmes. Euh, Chacun son style après. Mais voilà, il y a des énigmes, donc c'est des puzzles assez simples, des petites énigmes posées. Vous en avez déjà dans le kit de découverte, justement. Euh, je vais pas tous les Non, non. spoiler, mais voilà. Il y a de la manipulation qu'on peut faire justement sur Let's Roll. Donc, on peut donner accès aux joueurs aux différentes images qui composent le puzzle, et du coup, c'est eux qui vont devoir le reconstituer. Mais alors, il y a du puzzle, mais il y a aussi des énigmes de manipulation avec des espèces de cadrans, Ouais, comme c'était il y a ça, dans le ouais, je Da pense. Vinci Code. Ouais, c'était avec les lettres où tu devais reformer un mot en tournant les cadrans. Et Ce genre de choses. est-ce que dans comment dire, le format numérique du jeu, tu as des facilités pour ça? Genre, par exemple, tu auras accès aux fichiers qui te permettent de le faire facilement? Oui, oui, oui. Je vais donner un kit VTT, donc un kit d'images Ah, pour ça, toutes c'est les cool. tables virtuelles, avec toutes les illustrations que j'aurai faites qui seront dans les livres. Vous les aurez à part, et avec les images directement pour faire ces puzzles, qui seront des PNG transparents, donc qui vont vraiment pouvoir bien rendre sur la table. Et ces énigmes, bah, on va aussi les mettre dans le livre physique, mais avec des petites notices pour bah, soit vous découpez le livre, soit vous les photocopiez. Vous photocopiez plutôt pour aller découper les différents éléments et reconstituer des puzzles comme ça que vous pourrez donner à vos joueurs directement. Ouais, ça, c'est Et c'est vrai cool. qu'au niveau du VTT, j'ai pas parlé de Let's Roll, mais c'est le système qu'on utilise, qui m'a permis de créer un système en ligne pour pouvoir tester le jeu. Donc on est resté sur cette plateforme, et, euh, et on a un partenariat avec eux dans le financement participatif où vous allez pouvoir débloquer des skins pour les dés dans le jeu, pour la feuille de personnage et tout ça. Bah, on a déjà dit pas mal de choses. Après, il y a peut-être, moi, là, je t'ai dit tout ce qui me venait, mais peut-être que toi, tu as quelques trucs que tu as envie de mettre en avant en plus. Euh, je te laisse le temps de réfléchir, est-ce qu'on peut cut? Est-ce que, Non, est-ce bah qu'il y a des. moi, Ouais. ça fait plus de 20 ans que je fais du jeu de rôle, et j'adore maîtriser ce jeu. C'est peut-être parce que c'est juste le mien, mais en vrai, le fait de m'être toujours mis dans la place d'un nouveau MJ, d'un nouveau joueur, et de lui simplifier la vie, ça fait que je me suis simplifié la vie aussi, et que des fois je maîtrise des parties, j'ai pas besoin d'heures de préparation. J'ai juste quelques petites accroches, des événements qui vont se passer pendant l'exploration, et après les joueurs brodent dessus, et tout est fait pour inciter à ça. Et vraiment, ça fait plaisir de rejouer avec mes potes, et puis ben d'avoir quand même un peu ce renouveau. Le fait d'avoir voilà de changer de jeu, c'est de découvrir de nouveaux systèmes, bah, ça fait plaisir. Et aussi le plaisir de faire tester mon jeu à des gens, beaucoup de nouveaux qui arrivent. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de nouveaux qui débarquent, et de voir que les gens sont contents. Rien que ça, réussir à faire des parties qui plaisent, ça fait énormément plaisir. Donc j'espère que les gens pourront tester le jeu. Euh,
sur mon site internet, sur indés12editions.fr, il y a un lien vers le Discord. Si les gens veulent tester le jeu, je propose des parties de test aussi. Donc je peux faire tester le kit de découverte pour ceux qui voudraient le découvrir aussi. Et ça me fait penser à un truc aussi, c'est que comme c'est un truc comme ça, bac à sable, etc., donc effectivement, tu vas avoir des lieux prédéfinis et tout. Est-ce que dans le livre du maître, en fait, ça prend en quelque sorte la forme d'une campagne, mais est-ce que tu as, je sais pas, des trucs qu'on aime bien? Certains ne s'en servent jamais, d'autres ne jurent que par ça, mais je sais pas, des petites tables aléatoires ou des listes un peu qui vont te permettre justement de soit broder, d'improviser, de tirer aléatoirement des trucs qui se passent, ou de construire un petit peu aussi en avance ton scénario, si t'as, enfin ton scénario, le voyage, tu vois, prévoir des trucs à l'avance, tu as des conseils sur ça, ou ça se repose vraiment sur l'improvisation, et on attend de Alors toi non, de... non, justement, il y a le moins d'improvisation possible du côté du MJ, quoi. On l'aide vraiment à créer l'histoire. Et du coup, cette partie de table aléatoire, tu la retrouves dans la phase d'exploration. En fait, dans l'exploration, tes joueurs vont se déplacer de case en case la carte, et à chaque case, il va se passer un événement spécifique. Et là, on a créé toute une liste d'événements. Et donc, soit tu choisis une danse, soit tu lances aléatoirement, tu fais ton choix, tu fais ta tambouille. Et donc, ben, ça va de la simple rencontre aléatoire de monstres à tu peux croiser un navire marchand. Et du coup, si tu arrives à être sympa avec eux, ben, tu vas pouvoir accéder à leurs marchandises et à dépenser un peu ton or, ce genre de choses. Ou des rencontres un peu juste bah, des défis, par exemple, il y a un tremblement de terre, il y a une crevasse qui se creuse et hop, il faut passer au-dessus. Ou alors des rencontres sociales, un groupe de réfugiés, qu'est-ce que vous en faites? Ils sont perdus, ils demandent à ce que vous les escortiez jusque chez vous. Et tout ça, c'est décrit alors rapidement, tu vois? C'est des petites adversités comme ça, en 2-3 lignes qui donne une accroche à chaque fois. Et l'ensemble de tout ça, de toute cette exploration, l'enchaînement de toutes ces adversités, au final, ça donne un voyage assez sympa. Est-ce qu'il y a des événements de refuge un peu aussi? Parce que tu as parlé du fait qu'il y a des mécaniques euh, qui ont été ajoutées pour voilà, faire l'amélioration de ton refuge. C'est un point de retour. Tu vas faire des boucles, tu vas y revenir pour essayer d'améliorer la vie des gens sur place. Est-ce qu'il y a Mhm. aussi, il y a aussi une dimension vraiment de jeu dans le refuge? Alors en fait, ouais, les joueurs créent les PNJ qui habitent dans le refuge. Et en fait, la mécanique qu'on met en place, c'est lorsqu'ils reviennent au refuge, ils ont la possibilité de faire une petite scénette qui met en jeu un de ces PNJ, pour essayer de faire vivre le refuge et de lui donner vie, quoi. Et en Mhm. fonction du PNJ qu'ils ont fait intervenir, on leur donne un petit bonus qu'ils pourront utiliser après dans l'aventure. Ok. Et du coup, c'est pour inciter à faire de la narration partagée et à s'approprier vraiment le refuge. Donc, j'ai mes joueurs qui créent forcément le tavernier, qui créent leur famille, mais aussi leurs rivaux. Et du coup, les rivaux, c'est assez sympa parce que souvent, ils créent des engueulades, ce genre de choses. Ça amène de la vie. Et quelque part, ça les accroche vraiment à leur refuge. Ça devient vraiment le leur. C'est la seule partie du monde qu'ils contrôlent et qu'ils ont créé. Et du coup, le jour où ils reviennent au refuge et que tu leur dis, ben, le refuge, il est entouré de navires étrangers et il y a le feu et il y a des hommes d'armes qui attaquent, ça change la dynamique, quoi. Tu vois, et là, ils se disent, merde, c'est chez nous, quoi. Là, on y va, quoi. Donc, ça aide aussi à impliquer les joueurs. Je te laisse le mot de la fin, peut-être. le, le... Citrouille. Citrouille ou citron. Non, C'est citrouille, je important. pense. Non, je sais Citrouille. pas. Ok. Non, D12. Le mot de D12. la fin, D12. Parce que nous, on aime bien le D12 parce qu'à Donjon, c'était les dés de vie du barbare et c'était les dégâts de la grande hache. Et pour nous, c'est le dé bourrin, en fait. C'est Ok. pour ça qu'à la base, on est parti là-dessus, on aime bien le D12. Donc, découvrez ce système au D12, il est Pour les, sympa. conçu pour les bourrins. Merci Clément. Et puis ceux qui sont arrivés à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Oula, j'ai tapé dans le micro. N'hésitez pas à aller voir les liens qu'on mettra en description. Je pense que si ça vous Mm. intéresse aussi, hein, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le Discord pour en discuter, quoi. Tout simplement, s'il y a des parties qui s'organisent, ou même directement sur le Discord
C'est le Discord de Ruine ou le Discord de 1 des 12? D'un des 12 éditions. Ok. On a créé ça pour centraliser, parce que comme on pense qu'on fera peut-être d'autres jeux plus tard, au moins tout se passera au même endroit. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, à dire ce que vous avez pensé de cette conversation. Plusieurs personnes comme ça qui vont peut-être venir nous parler de leur jeu, etc. Dites-moi si ça vous a plu. Merci Clément. Et puis Merci à toi. à bientôt sur le Discord et tout et tout. Ciao!